d'aide à la décision sont nombreux en gestion de l'irrigation. Leur degré de complexité l'est également. Les conseillers et producteurs doivent donc se familiariser avec des outils qui correspondent à leurs connaissances, mais aussi à leur investissement en temps souhaité. Cependant, une fois initiés à de telles technologies, les conseillers et producteurs seront plus enclins à adopter des OAD plus performants et complexes. Une telle situation est observable dans la production de canneberge au Québec. Beaucoup d'efforts de recherche et de développement y ont été consacrés, ce qui peut expliquer la forte présence d'outils d'aide à la décision chez la majorité des producteurs. Nous rencontrons Simon Bonin de Canneberge Bielaire, qui nous présentera différentes utilisations d'OAD en lien avec la gestion de l'eau qui revêt une grande importance dans cette production. Bonjour, je m'appelle Simon Bonin. Je travaille chez Canneberge Bielaire en tant que vice-président des opérations. Je suis aussi agronome. Et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans la culture de la canneberge. Canneberge Bielaire, c'est une entreprise pionnière de la canneberge au Québec. C'est la deuxième à s'être établie dans cette culture-là, dans la région. Aujourd'hui, c'est rendu 1450 acres de canneberge en production, répartis en grande partie au centre du Québec, mais aussi une bonne production biologique au Lac-Saint-Jean de 250 acres, un site en développement conventionnel au Lac-Saint-Jean et aussi une ferme dans l'État de New York, près des Grands Lacs. Dans le fond, chez Canneberge Bielaire, je m'occupe des opérations avec toute l'équipe en place. On a plusieurs gérants de ferme, opérateurs de machinerie. Le matin, on se rencontre, on met en place les plans de production, que ce soit la fertilisation prévue dans la journée, les irrigations, les opérations plus culturelles de taille, bref, tout ce qui touche à la production au champ. Mais aussi, je suis impliqué dans la gestion de notre congélateur où on entrepose notre production de canneberge pour Ocean Spray, notre acheteur, puis aussi de l'opération de la ligne de réception des fruits durant les récoltes. Donc, c'est vraiment un peu de travailler à mettre tout le monde ensemble vers les priorités pour la culture, puis aussi aligner les projets futurs, l'agrandissement, les rénovations, d'orchestrer un peu tout ça. Oui, on a des outils d'aide à la décision. On est équipé, en gros, sur la ferme de tensiomètres ortho. On a, pour, disons, le site ici, 900 acres, on a environ 50 appareils qui couvrent en moyenne une vingtaine d'acres chacun. C'est sûr que c'est une ferme qui s'est développée sur 40 ans, donc on a tous les designs de champs possibles, de 2 drains avec sable ou terre noire jusqu'à 6 drains sur sable plus profond. Donc, on a des comportements qui sont différents d'un champ à l'autre. Ces appareils-là nous permettent de suivre le sol, son humidité en permanence, puis on ajuste vraiment nos décisions d'irrigation au bloc de champs de canneberge. Mais il arrive même qu'on a des blocs où on a rénové des champs, qu'on a amélioré leur propriété de drainage, donc on va même irriguer certains champs au travers de certains blocs différemment en fonction de ce qu'on obtient comme lecture de nos tensiomètres. On a beaucoup de suivi à faire, par contre, c'est pas magique comme appareil. On les installe au printemps, il y a des petits bugs, des tensiomètres qui ne gardent pas leur eau, il faut vite pouvoir diagnostiquer qu'il y a une information qui est erronée. On peut avoir des problèmes de réception du signal. Les sondes de température, c'est assez simple. On les place juste au-dessus des plants. C'est des tensiomètres qui sont exposés à l'air. C'est pas couvert pour lire la température du jour. C'est vraiment spécialisé. C'est la même sonde qui pourrait être utilisée pour la température du sol. Puis on a des chartes qui sont établies et reconnues fiables, là, qui nous disent à tel stade de la plante la tolérance au gel est de telle température. Puis nous, on va se mettre des alarmes parce que les appareils sont connectés puis donnent des données aux 5 minutes. On va se mettre des alarmes avec une tolérance de 1 à 1,5 degrés au-dessus de la limite de tolérance du stade où on est rendu. Quand on reçoit l'alarme, on a une équipe on a beaucoup de pompes qui sont automatisées. Donc, les systèmes partent tout seuls, mais l'équipe va se rendre sur place après ça pour s'assurer que le fonctionnement est bon et que les gicleurs tournent et que finalement même les canaux ont l'eau nécessaire pour approvisionner les pompes.
Les outils d'aide à la décision, comme nous venons de le voir, occupent une place d'importance dans la production de canneberge. Paul Deschênes et Carl Boivin de l'IRDA discutent avec Simon Bonin de leur utilisation et des bénéfices qu'ils permettent d'apporter à l'entreprise. Le tensiomètre, c'est certainement l'outil d'aide à la décision le plus connu puis le plus utilisé. Mais son installation au champ, c'est une étape cruciale. Puis la réflexion qui précède cette étape, ça dépend entre autres de l'objectif visé. Dans un contexte de production de canneberge, le tensiomètre peut être utilisé pour savoir quand déclencher l'irrigation pour éviter un stress hydrique, pour la protection contre le gel, à condition qu'il soit équipé avec des sondes de température, aussi pour gérer la hauteur de la nappe, puis même, on peut utiliser des tensiomètres pour peaufiner notre installation des tensiomètres. Donc, ce dernier usage, ça peut sembler paradoxal, mais Simon, je pense que c'est une approche que tu utilises pour savoir où installer un tensiomètre. Donc, avec un objectif d'éviter un stress hydrique à la culture, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? De mon côté, j'aime bien utiliser tous les tensiomètres qu'on a. Disons que pour une ferme où je travaille, on a une cinquantaine de tensiomètres. On peut en prendre une dizaine pour couvrir un secteur plus densément que on le fait dans la saison régulière, juste pour identifier la variabilité entre les champs. Fait qu'on fait ça pour une journée ou deux. Souvent, au printemps, quand on est en mode de drainage, on va observer facilement quel champ draine plus rapidement qu'un autre. Puis, normalement, la corrélation va être bonne tout le long de la saison. Les champs qui drainent plus vite vont être nos champs les plus secs, etc. Fait qu'on peut promener nos sondes de champ en champ comme ça dans la période où tout est pas mal humide puis on n'a pas vraiment d'intervention d'irrigation à faire. On en profite pour cartographier un peu notre site bloc par bloc, souvent par bloc de pompe. Quand on part une pompe, on aime ça faire le moins de gestion de la variabilité spatiale. Là, on veut comme arroser tous les champs le plus possible, mais si notre cartographie nous fait voir qu'il y a des champs beaucoup plus humides à l'intérieur d'un bloc, on va être en mesure de couper parfois les valves de ces champs-là. Mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on fait la cartographie bloc par bloc. C'est pas grave si on fait pas toute la ferme d'un coup, parce que de toute façon, ça va être géré à l'intérieur d'un bloc. Si on a 2 sondes pour un bloc, on va les placer dans les zones qui représentent le mieux la moyenne, mais on peut décider, si on a un champ plus sec, de suivre spécifiquement ce champ-là, en sachant que probablement qu'il va se comporter différemment de l'ensemble du bloc, puis qu'il va falloir des fois peut-être irriguer juste ce champ-là ou les 2 champs secs qui ont été observés. Ça peut paraître curieux comme question, mais le même tensiomètre durant une saison, là, il peut être réinstallé ou installé combien de fois dans la saison? On essaie de le bouger le moins possible. Souvent, nous, on note tous les numéros de série des appareils. On va les repositionner année après année dans les mêmes champs pour que l'historique qu'on peut télécharger du logiciel soit toujours la même. Parce que quand on les change de place, là, l'historique, c'est pas clair que l'ancienne information reste. Si on renomme un tensiomètre, bref, ça peut devenir mélangeant. Là. C'est sûr que nous, on exporte à chaque fin de saison toutes les données, on nomme les champs correctement, puis on garde ça dans nos bases de données. Comme ça, si on fait des changements, on n'utilise pas ce qu'il y a dans le logiciel, on utilise ce qui est dans nos bases de données. Mais c'est ça, l'idée, c'est de bouger le moins souvent possible pour que l'historique qui est téléchargé soit facile à démêler. Quand vous installez les tensiomètres, là, tu nous as parlé du positionnement à l'intérieur d'un champ, mais quand vous avez identifié l'endroit où le mettre, est-ce que tu utilises un tensiomètre de surface avec un tensiomètre de profondeur, ou c'est seulement un tensiomètre qui est dans le système racinaire? Comment vous fonctionnez de ce côté-là? Ouais, dans la canneberge, on n'a pas... on est dans le sable en général, ça draine beaucoup. On n'a pas un système racinaire profond. Fait qu'on fait pas des grosses irrigations de plusieurs heures. Ça va être souvent maximum 2 heures, 2 heures et demie. Donc, on ne suit pas le front d'eau sur sa profondeur. Donc, on met un tensiomètre dans la zone racinaire, puis ça suffit. On sait que si on irrigue plus que 2 heures et demie, on commence à
humecté sous le système racinaire. Des fois, on sait que c'est rendu très sec. Là, on va donner un plus gros coup dans le but de mouiller un peu aussi, même en dessous des racines, parce que si c'est très sec en dessous, ça sèche vite en surface aussi. Là. L'irrigation l'effet bénéfique de l'irrigation dure moins longtemps si c'est rendu très sec en dessous. Mais c'est plus par l'expérience que par un outil installé sous la zone racinaire. Je ne sais pas si ça vaut probablement la peine d'expliquer si on n'a pas beaucoup de tensiomètres, qu'on ne peut pas faire la cartographie. Il y a quand même des principes assez généraux pour savoir quels champs seraient en théorie, excusez, quels champs seraient en théorie humides ou secs. Là, si dans le Canneberge, on a des champs plats, mais même dans tout type d'agriculture, la topographie du champ va vraiment souvent être liée à l'humidité. Là. Si on a une cuvette, ça va être humide. Si on a une butte, ça va être sec. On a un peu la même chose dans les champs de Canneberge. C'est des champs plats, mais si le champ voisin est plus bas, ben, le champ qui est en hauteur va être plus sec. Le champ qui est plus bas va être plus humide. Puis des fois, les bouts de champ, aussi, si le palier à un bout, le prochain bloc de champ est plus élevé, ben, le champ dans lequel on est va avoir un bout humide près du palier élevé où l'eau souterraine s'écoule vers ce champ-là. Puis à l'inverse, si à l'autre bout du champ, il y a un palier plus bas, ben, ce bout de champ-là va être plus sec parce qu'il y a un écoulement de l'eau vers le bloc suivant. Dans des situations comme que tu viens d'expliquer, est-ce que vous vivez juste avec cette différence-là d'humidité dans le sol de vos champs ou vous essayez de je sais pas, modifier le taux d'application d'eau des gicleurs ou ça devient peut-être un peu trop compliqué à gérer à ce niveau-là? Là? Ouais, pour la gestion de la variabilité, comme je dis, le moins possible tant qu'on n'aura pas des valves automatiques contrôlables à distance, parce que si on se met à gérer des valves, qu'on oublie une fermée, qu'il y a une nuit de gel, que le bloc n'est pas protégé pour une partie le temps qu'on s'en rende compte. Bref, on essaie de jouer le moins possible avec les valves, mais on est capable d'intervenir, par exemple, s'il y a un bloc de champ plus haut, d'un côté, ben, on peut faire un fossé un peu plus profond au bout du champ entre les deux blocs pour couper la nappe, intercepter l'eau, la récupérer dans nos réservoirs. Puis ça baisse la nappe au bout du champ qui serait humide ou faire des fossés à l'intérieur du champ, des petits fossés qui aident à écouler l'eau vers le bout plus sec. On peut aussi, si on a un champ très sec qui est en hauteur au milieu d'un bloc, les champs sont pas tous au même niveau. Le champ le plus haut, ben, on peut bloquer le contrôle de drainage. Donc, on élève un petit peu la nappe dans ce champ-là. Souvent, ça fait effet, mais pas si longtemps que ça parce que justement, il y a une perte de la nappe vers les champs voisinants qui sont plus bas. Mais ça ralentit quand même le drainage suite à une pluie ou une irrigation. Fait que ça peut aider sans tout régler. Nous avons demandé à Simon qu'est-ce qui peut provoquer une variabilité de l'humidité dans le sol à l'échelle d'un champ. C'est sûr que sans cartographie, sans dénivelé, mettons, on a une ferme totalement planche, tous les champs sont au même niveau. Normalement, on n'observerait pas de variabilité, à part par le type de sol, mais souvent même le type de sol est assez uniforme. Donc, on a une variabilité intra-champ due au design du système de drainage. Fait que, normalement, les drains sont en pente, soit au plus haut à un bout, puis au plus bas vers l'exutoire, ou ils partent au milieu, au plus haut, puis s'écoulent de chaque côté vers des sorties où les drains sont à leur plus profond. Théoriquement, vers la sortie, c'est là que le champ est le plus sec, vu que les drains sont plus profonds. Puis au milieu, par exemple, si on avait un écoulement bilatéral, on serait à la zone la plus humide. Puis après ça, entre les drains, dans un champ, on peut avoir un écartement de 5 mètres, 10 mètres entre les drains. Ben, au-dessus du drain, on est à la zone la plus sec, puis entre les deux drains, on est à la zone la plus humide.
Donc, idéalement, si on a une ferme très, très uniforme, puis de toute façon, dans chaque champ, on devrait s'installer à mi-chemin où les drains sont à leur hauteur moyenne. Puis, pas tout à fait entre les drains, ni tout à fait au-dessus, genre à mi-chemin entre le milieu et le drain. Ça, c'est un peu plus difficile parce que maintenant, on ne sait plus trop sont où les drains. Mais si on est capable de le retracer un peu, de ne pas s'installer directement au-dessus du drain parce que là, on lie la zone la plus sec. La variabilité de l'humidité du sol qu'on cherche à identifier avec les tensiomètres, ben, ça peut aussi l'être à l'aide de données qui vont être issues à partir de l'imagerie satellite. Cette technique-là est déjà utilisée dans des contextes, là, notamment dans l'Ouest canadien, sur des cultures à plus grande superficie. Est-ce que c'est une technique qui serait adaptée à la culture de la canneberge au Québec, selon toi? Ben oui et non. Les imageries satellites, il y en a qui sont très précises, sauf qu'ils ont un coût aussi. Mais il existe des banques d'imagerie satellite qui sont gratuites, mais avec une résolution qui est parfois pas acceptable pour une culture où on a des champs qui sont pas très larges. Dans Canneberge, on a des champs d'environ 50 mètres de large. Là, on a des images satellites avec des pixels qui vont de 10 à 100 mètres dans certains cas pour les imageries gratuites. Il y a pas mal tout ce qu'il faut dans les résolutions de 10 à 20 mètres sur Sentinelle. Sauf que le NDMI, c'est un indice d'humidité des sols qui se calcule à partir de certaines longueurs d'onde de la lumière acquise par les satellites. Se calcule à partir d'une bande, la B11, qui est à 20 mètres de résolution. Fait que 20 mètres, c'est vraiment limite pour des champs de canneberge qui ont une digue en gazonné ou même de sable à chaque 50 mètres. Mais finalement, après des tests puis une petite modification des images, on obtient quand même une cartographie qui est intéressante puis qui fait du sens selon nos observations au champ. Donc, selon moi, c'est quand même utilisable pour se donner un bel aperçu là, de la variabilité de l'humidité de la ferme dans son ensemble. On a un coup d'œil, on a une photo de toute la ferme qu'on peut choisir un moment qui parle plus. Je vais vous montrer un exemple, là. J'ai une image d'une journée sec et chaude, puis j'ai une image d'une journée qui suit une très grosse pluie. Puis on peut voir des informations intéressantes dans les deux cas. Donc, pour vous donner un exemple là, de ce que le NDMI peut nous donner, on voit ici 2 blocs de champs de canneberge. Chaque encadré est un champ. Puis on a un code de couleur, là, quand c'est bleu, c'est théoriquement humide, plus c'est jaune, rouge, plus c'est sec. Pour vous donner un exemple, ça c'est une journée où il faisait près de 30 degrés. Le satellite passe au-dessus de la ferme autour de 4 heures l'après-midi, fait qu'en été, c'est quand même encore très chaud. Puis on voit ici un champ qui a vraiment une distinction par rapport au reste du champ. Puis on voit même que le milieu est plus humide, puis de l'autre côté, c'est quand même un peu plus sec que le milieu. Puis ça va complètement avec la théorie, c'est-à-dire on a un fossé de contour profond ici, un autre qu'on voit pas, mais qui est ici. Donc au milieu, la nappe est plus élevée qu'aux abords de ces fossés-là. Ce que ça nous permet de voir, c'est que nous, on avait installé un tensiomètre ici, on savait que c'était très sec, mais l'autre, on l'a installé ici. Puis on savait pas qu'ici c'était aussi humide. Donc on irriguait souvent l'ensemble du bloc ou juste ce champ-là. Mais probablement que en ayant réalisé ça, la saison prochaine, on va couper ces champs-là quelques fois dans l'année pour qu'ils ne soient pas aussi humides. On a fait des relations aussi avec les rendements, puis on voit quand même que ça fait du sens. Dans l'autre bloc ici, ben, on voit une variabilité dans le champ ici versus le bout. Puis encore là, c'est comme je vous ai expliqué tantôt, ce bloc-là est plus bas, ce bloc-là est plus haut. Donc au bout ici, avant la baisse, ben, la nappe est plus basse. Puis on voit un peu plus dans ce champ-là cet effet-là. C'est pas partout, mais ici aussi, on le voit. Donc quand on regarde ça, ben, on voit qu'on a une zone qui est plus humide que tout le reste du champ. Mais le reste, il y a des zones
c'est quand même assez uniforme. Une journée humide, ça a l'air de ça, le lendemain d'une grosse pluie. Fait que on voit encore une fois des valeurs plus hautes au milieu, mais quand même, c'est généralement humide partout, sauf dans notre champ très sec. Puis ici, ben là, on a regagné un petit peu d'uniformité, mais c'est ça, on voit que c'est encore le champ le plus humide. Donc, on a un patron similaire, mais je voyais aussi ces deux champs-là en mode sec. Ben là, on voit que c'est les deux plus secs dans le haut du bloc. Ici, on ne l'aurait pas vu. Si on avait juste pris après une pluie, ben on dirait, ah, ce champ-là, il est humide, mais avec le temps, il s'assèche autant que le champ voisin. On peut avoir le même, théoriquement, là, on aurait le même genre d'information avec un vol de drone, avec une caméra thermique lors d'une journée chaude. T'sais, le principe, c'est si une plante manque d'eau, elle est plus capable de faire son refroidissement par transpiration. Donc, comme un auto qui plombe au soleil devient plus chaud que la température ambiante, le feuillage de n'importe quelle plante va faire la même chose. Si elle n'a plus d'évaporation, comme nous, les humains qui suons pour se refroidir en période chaude, mais la température du feuillage va monter plus haut que la température de l'air. Donc, en faisant un vol par image thermique, on aurait toute la variabilité de température foliaire des plants qui devraient se relier aux zones de déficit hydrique. C'est relativement technique comme méthode. Est-ce qu'il y a quelques entreprises de canneberge qui commencent à vouloir utiliser cette technique-là, selon tes connaissances? C'est relativement nouveau, là. Je pense pas que c'est utilisé. Moi, je l'avais fait dans le passé. J'avais pas des aussi bons résultats à cause des pixels. En corrigeant un peu les images, on obtient quelque chose qui est plus satisfaisant, qui est pas parfait, mais vraiment, quand je regarde ça, je vois une corrélation super bonne avec ce qu'on observe sur le terrain. Les zones plus bleues sont nos champs qui poussent plus à cause qu'ils sont plus humides. Selon moi, ça va être un nouvel outil qu'on va quand même continuer à suivre puis à utiliser. On a demandé à Simon Bonin, est-ce que les systèmes d'irrigation par aspersion peuvent avoir d'autres utilités en production de canneberge? Ben, c'est plus en lien, là, on parlait d'irrigation, de suivi de l'humidité du sol, mais on utilise aussi nos systèmes d'irrigation pour faire de la protection contre la chaleur. Si on a une journée très chaude où la température ambiante dans l'air devient à 32-33 degrés, on commence à stresser un peu. Théoriquement, la plante passe au travers de ça si elle a suffisamment d'eau dans le sol. Si elle est capable de faire sa transpiration, elle va conserver une température foliaire inférieure à la température de l'air. Mais on a toujours des zones plus secs qui vont être à risque ces journées-là de carrément brûler s'il n'y a pas une intervention juste de protection contre la chaleur, c'est d'activer le système d'irrigation pendant 15-20 minutes au pic de la journée, là, vers midi, c'est là que le soleil tape le plus fort. Parfois, ça pourrait peut-être demander 2 interventions parce que ce refroidissement-là fait un effet pendant environ 2 heures. Mais normalement, une fois, c'est suffisant. Mais pour bien suivre ça, parce qu'on ne veut pas arroser tous les champs qui n'en ont pas besoin, avoir de l'eau sur le feuillage, ça ralentit la transpiration, ça réduit la photosynthèse, ça peut se traduire en perte de rendement. Donc, on veut le faire juste quand c'est nécessaire. Puis une bonne façon de le faire, c'est justement de suivre la température foliaire. Ça se fait avec un thermomètre infrarouge, là, un genre de gun qu'on pointe sur le feuillage, puis on obtient la température du feuillage. Puis on a aussi au champ des sondes de température, on dit couvertes, c'est-à-dire que le soleil n'influence pas la température. C'est pas les mêmes sondes que pour le suivi du gel. Mais si la température foliaire devient supérieure à la température ambiante de ces thermomètres couverts-là,
ben là, il y a une alarme qui doit se déclencher. Là. C'est le moment de protéger parce que la plante ne transpire plus suffisamment. Donc, c'est un outil. On a déjà vu passer des essais avec des thermomètres infrarouges en continu qui pointent, qui nous donnent des données aux 5 minutes sur la température foliaire des plants. Mais c'est pas utilisé encore à grande échelle dans la canneberge. C'était plus des prototypes. Mais selon moi, j'encourage les développeurs d'outils d'aide à la décision à rendre ça disponible parce que ce qu'on avait vu, c'est de l'information intéressante. On parle d'outils d'aide à la décision, mais tu sais, d'avoir à sa disposition des outils comme des tensiomètres qui permettent d'améliorer la gestion de l'eau d'une entreprise, c'est intéressant, mais il faut être capable de bien interpréter les données qu'on obtient avec ces outils-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'analyse de courbes de tension dans un contexte de production de canneberge? Tout à fait. Avant de commencer, par contre, je dirais, c'est vraiment un point critique là, d'être capable d'entretenir sa flotte de tensiomètres puis de s'assurer que ce qu'on a comme lecture est bon parce que dans le passé, en ayant des discussions avec beaucoup de producteurs, c'est souvent ça qui était la cause que les gens abandonnaient ou croyaient pas en leur système d'outils d'aide à la décision parce que finalement, à un moment donné, il y avait un problème, il n'était pas adressé ou les gens disaient ben c'est pas bon les courbes que ça me donne, puis ça vaut rien ces outils-là, mais c'est souvent les problèmes observés peuvent se régler en intervenant, en allant faire quelque chose sur l'outil au champ. Puis cette chose-là, ben, ça peut être différentes choses, comme je vais vous le montrer dans les courbes que je vous ai sorties. Bon, on a une courbe ici d'un champ. On a une baisse drastique d'un coup ici, puis en bas, on voit c'est des pluies. Donc, on a une courbe, une baisse ici, puis on n'a pas de pluie associée à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est la perte d'eau dans le tensiomètre, puis ça peut être dû à... Ça dépend du type de tensiomètre, là, mais il y a souvent un gasket, un joint d'étanchéité qui garde l'eau dans le tensiomètre malgré une succion qui est effectuée par le sol. Si ce joint-là est absent ou usé, ben, l'eau peut fuir rapidement. Là, aussitôt qu'on a un sol un peu sec qui commence à tirer sur l'eau, le tensiomètre se vide complètement. Ou même la céramique au bout va être craquée, puis l'eau va partir. Donc, c'est ça. On voit ici, là, je voulais ajouter qu'on est intervenu, on a remis de l'eau à 2 reprises pour essayer de régler le cas, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, il a dû avoir peut-être changement d'une pièce ou ajout d'un joint d'étanchéité, puis finalement, on a réussi à retrouver nos lectures. Ici, on a une baisse drastique, mais là, c'est associé à une pluie, donc tout était revenu à la normale. Qu'est-ce qui se passe dans cette courbe-là? Dans le fond, ici, on voit vraiment une courbe, tout ce qui est de plus normal. On a une forte pluie, on a un bon abaissement de la tension, on a un drainage qui se fait en continu malgré qu'on passe des journées. On voit 24, on peut dire 25, 26. On n'a pas de variation jour-nuit. C'est un drainage continu, une petite pluie, une petite baisse. Fait que il n'y a absolument rien de problématique ici. C'est ça qu'on s'attend à voir le plus souvent en canneberge, en tout cas. Parce que nous, on a la nappe qui est souvent à proximité, peut-être à 2 pieds de profondeur, qui fournit la remontée capillaire. En conditions où la nappe est plus profonde, des fois, on peut voir une petite variation jour-nuit, c'est-à-dire que dans le jour, ça sèche. Dans la nuit, ça se réhumidifie légèrement parce que la remontée capillaire ramène de l'eau en surface, mais jamais comme on voyait dans la courbe précédente. On a une courbe ici qui est un peu plus chaotique. C'est pas tout à fait... Il n'est pas déchargé. On allait voir... on peut voir des fois des coups comme ça. Là, c'est probablement des interventions de notre équipe pour aller tenter de régler ça. Puis ça fait pas effet longtemps. Sauf ici, on voit qu'il y a eu une autre intervention. Puis là, les choses se sont remises à marcher un peu plus normalement, malgré un peu de up and down. Là, mais
c'est carrément le capteur de pression dans le tensiomètre qui est défectueux, là, qu'il faut changer l'appareil. Là. Quand on se met à avoir toutes sortes de données qui ont un peu de lien, on voit, il y a eu de la pluie ici, puis on a eu des données un peu plus basses, là, mais vraiment, on ne devrait pas s'attendre à avoir autant de variations sans intervention d'irrigation ou de pluie. Là. Cette courbe-là, ben, je vais y aller, là, c'est un peu similaire à tantôt. Là, on voit des variations jour-nuit. C'est vraiment un mauvais contact encore, mais là, on n'est plus en condition sec. Malgré la condition humide, on observe. Souvent, c'est bizarre, là, je me l'explique mal, mais on a le pic à midi, ou vers souvent 4 heures. Là, ça descend quand le soleil baisse. Fait que ça suit vraiment comme la courbe du soleil. Normalement, le soleil qui plombe sur un tensiomètre devrait créer comme une pression dans le tensiomètre, ce qui est l'inverse de la tension. Donc, on devrait voir la tension baisser dans le jour, puis monter la nuit, mais c'est pas ça que ça fait. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais doutez de vos données quand vous voyez que ça suit la courbe plus de la température. Là, ou vous vous êtes trompé, vous avez branché un thermomètre, là, mais non, je vous confirme qu'ici, c'est la tension du sol. Ben, là, c'est un cas de remontée capillaire insuffisante dans le jour. Quand on a notre pic à la fin de la journée, la surface se réhumecte légèrement. Là, on voit que c'est pas beaucoup. Là, on passe de 7 à 6,5 là, dans cette réhumectation-là. En fait, en canneberge, souvent, notre nappe, je vous disais, est à 2 pieds de profondeur. 2 pieds, c'est 60 cm. 60 cm, ça crée une succion sur un tensiomètre d'environ 6 de tension. Fait qu'on a un comportement où là, la nappe est à l'équilibre avec la demande du plan. Dans le jour, ça sèche un peu, mais dans la nuit, ça se réhumecte par la remontée capillaire. Mais on voit que ça ne suffit pas tout à fait parce que ça monte un peu à chaque jour. Mais c'est un comportement typique d'un sol qui est en remontée capillaire, mais dans la zone tout juste suffisante à la demande évaporative qu'il y a dans la journée. Donc, courbe normale. Les outils d'aide à la décision et leurs utilisations font partie des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Ces bonnes pratiques se détaillent cependant en plusieurs catégories différentes. Des pratiques de conservation des sols, l'accès à de l'expertise technique et l'utilisation de variétés de cultures résistantes au déficit hydrique en sont quelques exemples. Une autre pratique de gestion de l'eau pouvant être utilisée en production de canneberge consiste à diminuer les volumes d'eau appliqués lors de la protection contre le gel. J'aimerais ça retourner en arrière un petit peu avec toi, Simon. Puis tantôt, on a parlé d'irrigation contre le gel. On laisse un peu de côté les tensiomètres pour l'instant. Puis une bonne pratique de gestion de l'eau, ça pourrait être de pratiquer l'irrigation cyclique, qui permettrait de diminuer les volumes d'eau utilisés pour protéger la culture justement contre le gel. Est-ce que tu peux nous décrire cette pratique-là? Puis, est-ce qu'il y a certaines conditions qui sont cependant à considérer si on veut être en mesure de faire cette pratique-là? Tout à fait. Ben oui, c'est une pratique super intéressante. Là. Moi, quand j'ai commencé dans la canneberge il y a 15-16 ans maintenant, on déclenchait la protection contre le gel à l'heure où le gel arrivait. Des fois, ça peut être à 9 heures le soir, puis ça roule toute la nuit jusqu'au lendemain. C'est quand même des énormes quantités d'eau, des dépenses énergétiques significatives. Donc, à un certain moment, il y a des gens qui ont imaginé d'arrêter leur système parce que l'eau qu'on utilise, des fois, est très froide, tôt en saison, mais à certains moments, elle est rendue quand même pas mal tempérée. Puis quand on commence la protection, on voit les températures monter drastiquement au champ. Donc, je pense que c'est assez logique de se dire qu'on pouvait appliquer une quantité d'eau, arrêter, attendre que la consigne de protection soit atteinte à nouveau. Par contre, il y a des moments où ça se fait, puis il y a des moments où c'est plus risqué de le faire. Comme je vous disais, quand l'eau est très froide, quand les gels sont intenses, ben de toute façon, des fois, on ne réatteint pas une consigne d'arrêt de la protection, mais
c'est très risqué si on a de la glace qui est formée sur les plants. Il y a un principe physique que je suis capable d'expliquer, mais je suis pas sûr que je l'ai parfaitement, là, mais s'il y a de la glace sur un fruit ou sur une plante, puis que la glace veut fondre, mais qu'il n'y a pas un apport de chaleur externe comme le soleil, la glace va tenter de fondre en absorbant la chaleur du plant. Puis ça crée une température encore plus froide pour le plant, puis un gel quasi instantané. Fait qu'il faut pas arrêter d'irriguer quand il y a de la glace qui est formée, tant qu'on n'a pas le soleil qui plombe sur notre glace. Ça, c'est une consigne importante. Après ça, il y a aussi des stades de la plante. C'est sûr que nous, au printemps, la nouvelle pousse, j'appelle ça souvent, c'est comme de la salade, là. C'est vraiment une feuille très peu lignifiée, très jeune et fragile. Pour nous, c'est pas un bon moment de le faire. En plus que l'eau est à son plus froid, là. On sort de l'hiver. Euh, donc, on évite de faire cette pratique-là tôt au printemps. Mais à l'automne, on pratique ça abondamment. L'eau est chaude. Les gels sont pas toujours si intenses, malgré que ça peut être le cas. Mais c'est ça. En gros, le stade de la plante, la température de l'eau, puis l'intensité du gel sont les facteurs qui nous font décider si on utilise ça ou non. Après ça, le principe, c'est disons que notre consigne, c'est d'arroser à -1 degré ou à 0. On va déclencher à -1. On va attendre que ça réatteigne 4 degrés de plus. Ça dépend des gens, là. Il y en a qui ont des façons de faire différentes, mais en général, c'est pas mal dans ces eaux-là, un 4 degrés de plus. Puis après ça, on remet notre consigne de départ 1 degré plus chaud que la première consigne. Fait que si on était à 0, on va repartir à 1 pour pas risquer de retourner trop froid, mais c'est ça. Fait que ça se fait bien en automatisation. C'est sûr que si on est manuel, ben là, il faut suivre ça, puis ça peut être beaucoup d'efforts à partir, arrêter les pompes. Donc, pour les systèmes automatisés, c'est encore plus intéressant. On sait que les bonnes pratiques de gestion de l'eau, c'est très diversifié, puis ça peut prendre une multitude de formes. Puis une de ces formes-là, ben, c'est la santé des sols. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des pratiques sur votre entreprise pour justement éviter la dégradation des sols sont réalisées, tu sais, quand on parle de compaction ou autre aspect qui touche à la santé des sols? Ben, nous, la compaction, on circule quand même pas beaucoup dans les champs. On a les digues autour qui nous permettent de circuler avec les épandeurs d'engrais ou de produits phytosanitaires qui touchent pas au fond du champ. Par contre, la récolte se fait normalement avec un appareil qui va dans le champ pour décrocher les fruits. Dans notre cas, chez Canneberge Bialaire, on a un outil qui évite ça, qui est un pont qui passe au-dessus du champ d'une digue à l'autre avec une nacelle qui va décrocher les fruits, qui évite cette compaction-là. Dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup de lien avec l'irrigation. Mais c'est ça, c'est pas un problème. On est en sol léger qui est peu enclin à la compaction aussi, là, en sable. Mais ce que je peux dire par rapport à la qualité du sol, c'est on part en Canneberge avec un sol de pur sable, mais avec les années, on accumule la matière organique parce qu'on a les feuilles qui tombent au sol. Après ça, à chaque 3-4 ans, on vient rajouter une couche de sable d'environ 3/4 de pouce pour rajeunir un peu les plants, mais ça l'enfouit, cette matière organique-là. Cette matière organique-là a un effet sur l'irrigation. C'est sûr que les vieux champs ont plusieurs couches de matière organique accumulées, le système racinaire est dans ces couches-là. Puis ça a tendance à mieux garder l'eau, réduire un peu l'efficacité du drainage, donc réduire les besoins en eau, mais aussi ça affecte la remontée capillaire. On a comme une coupure de sol qui fait que notre nappe remonte plus dans la zone racinaire. Donc, il faut juste être au courant qu'avec les vieux champs, on a moins un peu le contrôle que dans des champs où le sol est uniforme, drainant, contrôlable rapidement. Mais on s'adapte, c'est ça. On arrose un peu moins, on fait moins appel au contrôle de nappe, mais de toute façon, on en a moins besoin parce que ça reste plus humide. Fait que c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que ça faut adapter la gestion.
Dans les travaux de notre équipe à l'IRDA, de l'équipe de gestion de l'eau, on s'intéresse souvent aux cultivars. Là. Par exemple, dans la pomme de terre, là, c'est un moyen pour diminuer la vulnérabilité au déficit hydrique. Parce qu'il y a plusieurs cultivars de pommes de terre, puis leurs besoins en eau peuvent être différents de l'un à l'autre. En plus, la pomme de terre, c'est une culture qui est annuelle, donc c'est possible de changer rapidement de variété là, dans un cas ou dans un autre. Dans la canneberge, est-ce que vous avez aussi différentes variétés, puis mais ils sont là pour longtemps en fait. Mais est-ce que le besoin en eau, c'est un facteur qui est considéré dans le choix d'un cultivar? Oui, on a différentes variétés. De plus en plus, là, il y a quand même probablement au moins une dizaine de variétés qui sont adoptées là, commercialement de nos jours. On a surtout la variété Stevens qui date des premières fermes qui se sont installées. C'était la variété chouchou. Probablement que si elle a si bien performé puis qu'elle a été adoptée comme ça, c'est qu'elle est résiliente à différentes conditions d'humidité, mais c'est pas prouvé. Mais souvent, on dit la Stevens, elle tolère un peu tout. Mais après ça, les autres variétés, c'est souvent un peu comique les discussions qu'on peut avoir, mais je pense à une variété qui est en disparition, la Pilgrim. Son rendement diminuait d'année en année. Tout le monde se posait des questions. Il y en a qui disaient qu'elle était sensible à la sécheresse. Il y en a qui disaient qu'elle n'aimait pas avoir les pieds dans l'eau. Fait que, dans le fond, il y avait beaucoup de discussions, mais peu de science pour nous enligner vraiment sur quelles sont les conditions idéales pour cette variété-là. Mais en général, je trouve que les conditions optimales pour du bon rendement sont à peu près les mêmes pour toutes les variétés. Là. C'est justement ni trop humide, ni trop sec. Là. Il y a une zone à maintenir, puis ça semble bien faire pour la majorité des variétés. On a une autre variété là, qui devient la plus populaire, la Mullica Queen, qui semble plus sensible à la sécheresse ou au coup de chaleur. On voit que cette variété-là a souvent des fruits qui vont brûler au soleil dans des zones où la canopée n'est pas très dense, ce qu'on ne voit pas dans les mêmes conditions pour d'autres variétés. La grande diversité de bonnes pratiques de gestion de l'eau mises en place sur les fermes productrices de canneberge permet de constater les multiples avantages que ces dernières peuvent apporter sur une entreprise agricole. Toutefois, pour que ces pratiques s'avèrent être efficaces, les entreprises doivent mettre en place des ressources pour gérer ces dernières et les données qu'elles produisent.